Bonjour à tous. Pour commencer, je veux souligner que le novembre 15, le vendredi prochain, Daniel Merkle vient nous visiter de la University of Southern Denmark. Et il est un informaticien qui s'occupe de la réécriture des graphes dans la chimie. Et c'est un processus, une approche très analogue à ce que nous utilisons avec les espèces moléculaires biologiques qu'on rencontre en biologie. Et il nous donnera un peu de base formale pour comprendre mieux la réécriture des graphes aussi en kappa. J'ai mis en ligne, j'ai envoyé à M. Doyen le PDF de mes diapositives pour le mettre en ligne de dernière unité. Et je ferai la même chose avec chaque unité le soir. Bien. Alors, nous avons, to remind you, qu'est-ce que ça veut dire? Pour rappeler, pas souvenir, rappeler. Pour vous rappeler toujours le pacte que nous avons, vous m'enseignez le français. Et vous me corrigez, s'il vous plaît, si je continue à faire des erreurs répétitives. Et j'essaie de vous enseigner quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, j'espère. Eh bien, alors, la dernière fois, nous avons continué avec notre thématique sur la transmission de l'information par... je vais vous montrer un modèle qui est originairement été produit par Manfred Eigen sur la réplication des séquences. Et l'idée centrale de ce modèle était que si la réplication fait des erreurs et nous mettons ce système dans un réacteur, dans une boîte, qui maintient la concentration de toutes les séquences constantes dans le temps, ajustant cette flow. Alors, vous achevez une équation qui est une équation classique, typique, qui formalise la sélection et la mutation dans un cadre darwinien. Alors, vous avez la réplication de la séquence I avec un taux de réplication et une précision de la réplication. Ça, c'est la probabilité de copier la séquence correctement. Et cette valeur est comparée avec le moyen, si on fait la calculation. Et si elle est au-dessous de moyen, alors elle décline. Si elle est au-dessus, la séquence va s'amplifier. Et il a des termes qui sont des contributions des autres séquences qui s'amplifient et qui, en s'amplifiant, font des erreurs. Et ce sont les erreurs d'une séquence G ou J qui produit une séquence, qui contribue à la séquence I. Eh bien, l'idée principale de cet modèle était d'établir une seuil au-delà de laquelle la sélection n'est plus possible parce qu'on fait trop des erreurs. Et
et on perd, la séquence centrale, la séquence, la master sequence. En même temps, si vous vous souvenez de la première leçon, nous avons aussi établi que le mappage des séquences dans les structures a produit des réseaux neutres, une grande neutralité connectée. Et ça, si on met ça dans le modèle, c'est-à-dire si les taux d'amplification sont des propriétés de la structure, et ça c'est le phénotype, alors il y a un autre seuil d'erreur, que c'est une seuil au-delà de laquelle on perd le phénotype. On ne peut plus sélectionner sur le phénotype. Et nous avons fait des modèles très simples pour simplement illustrer cette idée. Alors, si on peut mettre tous ensemble un peu les premières deux leçons, nous avons étudié un modèle très simple qui illustre la représentation de l'information biologique à travers le pliage des séquences dans les structures. Et nous avons vu que les structures sont représentées dans l'espace des séquences par une classe d'équivalence des séquences, toutes les séquences qui plient dans la même structure. Et nous avons connecté ça un peu, on peut connecter ça, on a fait ça évidemment avec l'ordinateur, mais conceptuellement, on peut connecter ça au modèle de la sélection-mutation des Eigen, où la structure détermine, comme j'avais dit avant, le taux d'amplification. Mais ce qui est amplifié n'est pas la structure, mais la séquence. Et alors, il y a une amplification qui dépend du signe de cette comparaison. Si, par exemple, ici, la séquence bleue décline et la séquence orange simplifie. Il y a des contributions, comme j'avais dit avant, des mutations. C'est peut-être intéressant d'essayer de mettre ça dans le contexte de la théorie de l'information. Je ne sais pas si ça peut être la théorie de Shannon. Je ne suis pas sûr si ça est utile ou si ça est possible, mais il y avait cette idée des structures typiques. C'est un concept de la théorie de l'information, que le pliage, cette mappage, produit des structures qui sont très, très fréquemment réalisées et autres qui ne sont réalisées pas fréquemment. Alors, c'est une idée qui vient c'est cette idée d'un ensemble typique. Et on pourrait peut-être utiliser la théorie de Shannon pour comprendre le degré de la correction d'erreur. Si on transmet une séquence, on fait des erreurs, mais on maintient toujours le phénotype, la structure, exactement parce qu'elle est représentée dans ce réseau, dans cet ensemble des classes d'équivalence. Alors, on pourrait quantifier peut-être le degré de la correction d'erreur qui vient de cette pliage. Mais en même temps, la théorie de Shannon poursuit un but complètement différent. Parce que là, l'idée de la correction d'erreur est d'insuler les mots de code ou les membres du set de messages typiques, d'insuler l'un de l'autre le plus possible avec un code, de façon que si je fais une erreur en transmettant un message, je peux uniquement retrouver le message qui a été émité. Mais c'est-à-dire vraiment, c'est une insulation qui est le but de Shannon. Ici, nous avons le désir d'une insulation parce qu'on veut maintenir le phénotype contre les erreurs.
mais en même temps, on veut aussi la nouveauté. On veut aussi évoluer. Et pour ça, il est nécessaire de sortir d'un message typique pour arriver à un autre message typique, de faire des erreurs qui ont des conséquences. Alors c'est un peu, je crois, ici, un cycle qui est plus dirigé vers la génération de l'information. Parce qu'on a, dans un certain sens, on a une notion de significat du message. Le message, c'est peut-être la séquence, mais le significat de la séquence, c'est la structure. Et alors, je crois que c'est un petit cadre intéressant peut-être pour étudier où sont les limites ici du cadre de Shannon et qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour... Peut-être ça indique un peu comment on pourrait penser d'augmenter la théorie de l'information avec un aspect qui a du significat, de signification, simplement biophysique. Bien. Nous avons commencé, j'ai commencé l'autre fois à parler un peu de la propagation, de la transmission de l'information moléculaire, pas seulement la transmission génétique et phénotypique, mais il faut aussi transmettre de l'information dans les cellules par achever une certaine précision, parce que si on veut copier une séquence, évidemment, il y a des processus chimiques qui sont responsables pour ce processus de copier, mais ils ont une précision limitée s'ils sont en équilibre. Et il faut, ou il y a un récepteur, par exemple, dans une membrane qui reconnaît une molécule signal, mais peut aussi reconnaître avec une certaine probabilité une autre molécule qui n'est pas la molécule juste. C'est une confusion, parce que la différence de l'énergie de liaison n'est pas très grande. Et alors, il peut être des confusions qui peuvent porter à des décisions, à des erreurs. Alors, ce n'est pas seulement la copiature, le copiage, la copiature, comme on dit, la copie. Le processus de copier, c'est la copie. OK, la copie. Ce n'est pas seulement un problème de la copie, mais aussi un problème de copiage, oui. Mais aussi, réplication, copiage, vous comprenez. Mais c'est aussi un problème de la précision des réactions chimiques, quand cette précision est nécessaire, comme dans le traitement de l'information dans les cellules. Eh bien, nous sommes arrivés à cette diapositive, je crois, qui vous introduit à une vue élémentaire des réactions, dans laquelle vous avez une réaction ici où un enzyme se lie avec un trajet, un autre objet. Et dans l'équilibre, l'équilibre est caractérisé par une ratio entre les concentrations des produits, ici du objet lié, et le produit des réactifs. Et cette ratio, la constante d'équilibre, est d'un côté déterminée par la ratio des taux de réaction, le taux de réaction dans une direction et dans l'autre direction, dans la direction reverse. Mais en même temps, cette ratio est déterminée aussi, et en particulier elle est premièrement déterminée par la thermodynamique, par la différence de l'énergie libre, ou le standard potential, entre les produits et les réactifs. Et c'est ça, cette équivalence cette correspondance
entre le ratio des taux de réaction et l'énergétique, la thermodynamique est très importante. Elle connecte la thermodynamique avec la cinétique. Bien, justement pour avoir une petite idée de ce qu'est un taux de réaction. Combien d'informaticiens ont survécu juste maintenant? Et les autres sont biologistes? OK. Eh bien, alors, pour une partie de vous, ça c'est simple. Pour une autre partie, c'est peut-être nouveau, je ne sais pas, mais c'est bon peut-être à porter tout le monde sur la même page. Eh bien, il faut un autre. Ça, c'est un morceau de paysage énergétique où cette coordonnée est seulement une coordonnée qui représente les possibles configurations en route que les participants d'une réaction peuvent visiter en route, configuration structurelle ou de vibration, etc., etc. Mais pour nous, c'est une coordinate abstracte dans laquelle on imagine procéder, faire du progrès de la partie gauche à la partie droite de la réaction. Alors ça, c'est l'énergie libre des réactifs, ça c'est l'énergie libre des produits, et il faut traverser une petite barrière pour aller d'un côté à l'autre. Et les taux de réaction sont une fonction de cette barrière. Alors, cette barrière ici, j'ai étoile, star, j'ai étoile. C'est la barrière qui détermine ici le taux de réaction de gauche à droite. Et l'autre barrière, évidemment, c'est G étoile plus la différence de l'énergie entre les réactifs et les produits, comme ici. Et on peut simplifier ça un peu par utiliser une représentation de taux de réaction comme ça, où ça c'est, comme j'avais dit, la différence, l'OT de la barrière. Et cette oméga, c'est une échelle de temps. Et il y a une théorie très sophistiquée pour calculer les taux de réaction de premier principe, de principe physique. Ça ne nous embête pas maintenant, mais c'était Kramers qui a achevé le résultat de calculer cette échelle de temps analytiquement, en essence calculant une marche aléatoire sur une barrière, où vous pouvez aussi, si vous êtes arrivé ici, vous pouvez toujours aller en retour, etc. C'est un processus assez compliqué, mais il a achevé à calculer exactement, à donner une théorie de premier principe de cette échelle de temps. Et alors on pourrait, si on modélise une situation, évidemment dans les modèles nous ne connaissons pas. Nous sommes heureux si nous connaissons les énergies des réactifs et des produits, mais nous ne connaissons pas typiquement l'auteur de la barrière. Alors, fréquemment, on peut assigner à une rate, à un taux, simplement
oui, si on connaît la barrière, alors ça c'est le taux de réaction dans une direction, et alors le taux de réaction dans l'autre direction, c'est simplement celui-là déterminé par la différence des énergies. Mais dans la modélisation, typiquement, on utilise ce paysage rouge où on dit si je vais vers le bas énergétiquement, alors j'assigne simplement un taux de réaction oméga. C'est un choix d'échelle de temps. Et la différence est toute la magnitude du taux de réaction de notre réaction est simplement déterminée par la différence des énergies pas par ça, mais par la différence des énergies entre les produits et les réactifs. Eh bien, alors, si on veut si on considère un petit modèle pour la discrimination entre deux où un enzyme doit discriminer entre deux molécules, une molécule vraie et une molécule faux, le molécule juste et le molécule faux. Alors, si on considère cette discrimination en équilibre, pas en équilibre, mais en steady state, si on veut, alors concentrez-vous à une moitié ici, par exemple. Alors, le steady state, l'état d'équilibre dynamique stationnaire de produits EF, est simplement déterminé par cette ratio, parce que c'est essentiellement, il faut égaliser la production de EF, que c'est A par E, et la consommation de EF qui est par V et par A', et les deux sont proportionnels à EF. Et alors on arrive à le W devrait être un F. Ou le F un W. Bien. Et alors, nous avons cette expression. Nous faisons la même chose pour l'autre direction, mais ce sont les mêmes taux de réaction, par exception du taux de réaction de la dissociation entre E et T, qui a la différence par rapport à ce taux-là est exactement un facteur qui nous dit la différence d'énergie de liaison entre la molécule vraie, juste, et la molécule fausse. Et cette différence de stabilité et cette expression ici, cette énergie libre ici. Et alors, c'est-à-dire si la liaison entre T et E est plus forte et plus stable qu'entre V et E, alors la dissociation est plus lente. Et si on fait la calculation de l'erreur, c'est-à-dire la ratio de la production de décisions justes et des décisions error rate, c'est-à-dire la ratio des erreurs, c'est la production des erreurs ici, et la production divisée par la production des décisions justes. Et la calculation est très simple et nous donne cette expression ici. De cette expression, nous voyons tout de suite que si V est très vite, c'est-à-dire si le moment que vous avez que E c'est lié à T ou à W, et tout de suite elle continue, le complexe continue à produire à engager avec des autres réactions et à produire une décision cellulaire. Si ça se produit très vite,
alors le taux d'erreur est très haut, parce que, essentiellement, en essence, c'est 1, en effet. Ça, c'est négligible, et c'est V sur V, c'est 1. D'autre côté, si ce taux est très lent, c'est très bas, alors, alors on peut négliger V et la prime s'annule et le taux d'erreur est B, que c'est exactement la différence, l'exponentielle de la différence d'énergie entre la lésion avec T et W. Alors, c'est-à-dire dans l'équilibre, et l'équilibre quand V est très lente, cette réaction est très lente, alors on a un équilibre en effet, et la discrimination entre T et V et W en équilibre est simplement dictée par la différence de la stabilité. C'est logique, mais c'est intéressant simplement à considérer que pour faire moins des erreurs, il ne faut pas être trop vite à décider. Et on peut faire beaucoup mieux si on pousse ce système au dehors de l'équilibre. Et ça, cette idée, c'est la reconnaissance de ce processus dans la nature, dans la cellule, et vient de John Hopfield et de Jacques Nignot dans les années 75. Où nous avons le même système ici. Si vous voyez, ça c'est le système que nous avons. En avant, on avait une progression ici, mais ce qu'on fait maintenant, c'est un peu, c'est une procrastination, c'est une delay, mais une delay qui est hors de l'équilibre. Il est nécessaire d'avoir une irréversibilité ici, d'être hors de l'équilibre. En essence, ce schème nous dit que E essaie de se lier avec T, mais en lieu de continuer immédiatement avec une décision, il y a un processus qui modifie E et T par une réaction qui dépend de l'énergie. Et après cette modification, E et T peuvent se dissocier. Et s'ils dissocient, alors on retourne au début. Et il faut refaire tout ça encore. Alors c'est presque un processus de distillation. On peut, comme on a fait avant, on peut calculer exactement le taux d'erreur. Mettons tout ça calculant le steady state, l'état d'équilibre stationnaire pour ET étoile et F étoile. Et cette expression ici, c'est simplement de la bureaucratie pour faire ça, de budget. C'est élémentaire. Mais de cette expression, on voit que si on met C à 0, par exemple, dans le cas extrême, si la dissociation entre le modifié E et T ne peut pas, il n'y a pas un canal pour une réassociation, pour une liaison entre E et T ici, mais il faut aller par toute la chaîne de réaction. Si alors C est 0 et que est très bas et très lente, va vers 0, alors si vous regardez cette expression-là, on arrive à B carré. Alors le taux d'erreur est maintenant le carré de le taux d'erreur qu'on avait dans l'équilibre. Simplement par ajoutant une autre pas qui donne l'opportunité de dissociation et
et il faut se lier une autre fois par la même vie, par la même trajectoire. Ça, c'est l'idée de proofreading. Si on ajoute plusieurs départs, on peut diminuer, on peut décliner l'erreur par la puissance de n, où n est le numéro des pas. Et évidemment, ça coûte de l'énergie et ça coûte du temps. Alors, il y a un trade-off entre la précision et l'énergie qu'il faut y mettre et le temps qu'il faut pour décider. Et il y a beaucoup de travaux, c'est un champ très intéressant pour étudier exactement ces trade-offs d'un point de vue thermodynamique et cinétique. C'est un champ très, très actif. On pourrait faire tout un cours seulement sous ça, 2 cours. Mais tout ce que je voulais, c'est simplement de vous donner une idée une idée principale de cette proofreading. Est-ce qu'il est clair, plus ou moins? Okay. Dites-moi, parce qu'on entre maintenant dans des questions un peu plus techniques. Alors, mon français, évidemment, est un obstacle. Et alors, il faut que je vais lentement, mais en même temps, j'espère que je transmets le message. C'est un problème de Shannon ici, d'un canot et le bruit dans ce canot. Alors, arrêtez-moi si quelque chose n'est pas clair. Bien, c'est peut-être intéressant à considérer que tout ce paysage est un peu plus compliqué parce que ici, avant, nous nous sommes concentrés à une discrimination qui vient de la stabilité entre E et T et E et F. Mais il pourrait être aussi une discrimination qui a à voir pas avec la depth, la profondeur la discrimination que nous avons discutée maintenant, c'est une discrimination qui dépend de la différence entre l'énergie de la liaison entre E et F et E et T. Mais la discrimination peut être aussi sur la barrière qu'il faut traverser pour se lier. Alors ça, c'est un autre type de discrimination. Ici, dans ce papier de Pigolotti et Sartor, il y avait une très belle illustration de ces principes, ou aussi un peu une illustration physicale ou mécanique. Ici, c'est le cadre chimique où vous avez ce paysage de réaction. Ça, c'est la réaction qui va où vous avez une liaison fausse, une liaison mauvaise. Ici, c'est une liaison correcte. Et la différence est seulement dans la différence entre les énergies, mais pas dans l'auteur des barrières, si vous commencez d'ici. Et ça, c'est comparable, c'est exactement ce que nous avons discuté avant. Et c'est la même chose comme si vous avez une boîte avec un gaz dans un état initial, et maintenant vous ouvrez, vous faites une de volume, le volume à gauche, le volume qui symbolise la liaison fausse. Vous réduisez ce volume, et après vous ouvrez les membranes entre ces deux volumes, et vous ouvrez exactement le même rayon. Et alors le gaz, dans un temps bref, quand le V était bref, il y a une haute taux d'erreur parce que le gaz se distribue également entre les deux volumes à l'échelle de temps bref. Mais à l'échelle de temps longue, le gaz réalise la liberté de mouvement plus grande dans le volume droit que le volume gauche. Alors vous
vous trouvez le gaz dans ce volume ici. Et ça, c'est exactement la discrimination énergétique. Il y a une discrimination cinétique où l'énergie entre la liaison de ET et EF, ou EW, est la même, mais où les barrières sont différentes. Et alors, dans ce cas, la réduction d'erreurs est à brève échelle de temps, et vous faites plus d'erreurs à une longue échelle de temps, parce que dans une longue échelle de temps, c'est la thermodynamique, c'est le contenu de l'énergie libre qui compte et pas les barrières. Et on peut combiner ces deux stratégies si vous avez un mécanisme de plusieurs pas, et c'est de là qu'on a de... En lieu d'une réaction simplement de liaison, il peut être tout un réseau de réactions pour discrimination. Alors il y a une complexité combinatoire impressionnante et une tâche très intéressante de comprendre exactement les trade-offs avec cette stratégie, ces différentes stratégies. Eh bien, alors on peut continuer avec vraiment la troisième leçon. Et parler un peu de traitement de l'information dans les cellules, et parce que nous voulons approcher un peu les utiles qui nos collaborateurs ici à Paris ont développés pour modéliser ce traitement de l'information dans les cellules. Mais avant de vous décrire un peu l'utile, ou l'idée de l'utile, l'idée de l'approche, il est peut-être sage de vous transmettre un peu quel est le problème et ce qu'on fait maintenant par la majorité. Alors le problème est simple, c'est que les systèmes vivants sont des systèmes qui acquérir de l'information, qui traitent l'information pour faire des décisions. Je crois qu'on peut voir l'évolution comme un système, comme un processus d'apprentissage. Mais le processus d'apprentissage produit des systèmes qui, à leur fois, sont des systèmes d'apprentissage. Ce sont des systèmes qui acquérir de l'information de leur état interne ou de l'état extérieur. Et à la base de cette information, il faut faire des décisions comme décider d'être cellule d'un particulier type, ou quand faire une division, ou quand se réparer, ou quand se détruire, ou bouger, ou changer la morphologie. Alors, il y a beaucoup de décisions à faire, évidemment. Et ça, c'est une vignette. C'est comment on représente beaucoup de fois. On voit les représentations de ce processus dans cette façon ici. Ça veut dire essentiellement, vous avez une membrane de la cellule, vous avez des récepteurs qui se lient avec des molécules signales. Et c'est là, par exemple, que tout ce processus de discrimination, de proofreading et de correction d'erreurs que nous avons discuté juste avant sont intéressants. Ils sont intéressants partout, mais ils sont intéressants ici en particulier, parce qu'il est important que les récepteurs font des décisions basées sur les propres liaisons, la propre reconnaissance des signaux. Et après qu'un récepteur c'est lié avec un molécule signal, il y a beaucoup de processus qui suivent. Merci. Et la vignette, le dessin, le schéma est toujours le même dans cette représentation. C'est que aller de haut en bas, c'est un peu une échelle de temps, c'est-à-dire que les processus, les événements qui se passent en haut de ce dessin sont des événements ce sont les premiers événements, et peu à peu, il y a plus et plus d'événements qui, à la fin, arrivent
dans le nucléus de la cellule pour moduler la transcription et la translation des protéines. C'est une tentative c'est une histoire, comment on dit, c'est une story, une histoire, mais une histoire qu'on raconte aux enfants. C'est une histoire qui essaie de réduire toute la complexité à une trajectoire causale particulière que les chercheurs sont convaincus que se passe. Et on verra plus tard dans le cours que l'analyse causale de ce processus est beaucoup plus complexe que simplement une narrative verbale ou avec des simples dessins ici. Mais enfin, une autre approche est celui de simplement cataloguer les interactions qui sont possibles entre des différentes molécules, différentes protéines. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des flèches. Les flèches signifient un processus dans le temps, c'est-à-dire cet événement et avant cause cet événement ici, etc., etc. Alors, c'est un essai très limité de transmettre de la dynamique. Ici, on ne transmet pas de la dynamique. Ici, on a un réseau où on montre les interactions possibles entre les protéines, les réactions possibles, les interactions qui sont connues à un certain moment dans le temps. Cette mappage, cette carte, comme la carte des géographiques dans le temps, change quand les chercheurs trouvent de nouvelles relations. Et sans lire cette carte en détail, c'est très important de comprendre que cette carte ici sont très différentes. Ces réseaux sont très différents des réseaux physicaux. Si je parle d'un réseau de routes en France, par exemple, je parle d'un réseau physical. Les routes entre les points entre Paris et Lyon sont des routes physicales qui existent dans le temps. Si je vois la France de l'espace, je vois les routes. Si je vais à New York, j'ai une carte de la métro. La métro est un réseau qui est réalisé, ou le power grid, etc. Mais ici, cette connexion ici ne sont pas des connexions physicales, ce sont des connexions possibles. C'est-à-dire, une connexion ici signifie que cette protéine peut interagir avec cette protéine, peut se lier avec cette protéine, par exemple, pour produire un certain complexe, si certaines conditions sont satisfaites. Mais pour réaliser cette interaction, il faut un événement, il faut que les conditions soient réalisées. Et alors, ce n'est pas un réseau statique, c'est un réseau de possibilités. Et transformer ce réseau de possibilités dans un réseau réel, il faut de la dynamique, il faut animer ce réseau avec de la dynamique pour construire les événements, pour voir les événements qui sont nécessaires pour produire certaines configurations. Et c'est clair que le réseau réel qui se produit à chaque moment dans la cellule change continuellement, se reconfigure continuellement. Et les nombres sont géantes. Seulement dans cette
dans cette petite partie que nous avons analysée il y a quelques années, il y a à peu près ce numéro d'espèces possibles, qui sont, c'est 10 à peut-être 18, 0, 19, 0, je ne sais pas, 19. Et c'est géant. Et clairement, on ne représente pas tout ça parce que ce sont les possibles réalisations, mais dans cette carte, dans cette map ici, dans cette carte, c'est seulement une carte des possibilités. Et c'est ça que j'ai dit. Alors, comment est-ce qu'on on étudie cette raison aujourd'hui? Et je veux vous simplement passer très vite des approches, des petites idées, un langage, on pourrait dire, avec lequel on traite cette raison. Un langage très simple, basé sur des considérations basiques. Alors, la première chose que toutes les biologistes ici connaissent est l'équilibre d'une liaison. C'est complètement élémentaire, mais c'est incroyable ce qu'on peut construire au-dessus de cet équilibre. Alors, ici, vous avez un équilibre, vous avez une liaison entre B et A, et c'est très élémentaire à calculer la fraction de B qui est liée à A. Ça, c'est la fraction de B qui est liée à A, comme une fonction de A libre, là, libre. Alors, vous mixez A et B et vous déterminez la fraction de B qui est liée. Et ça, ce sont des courbes qui vous donnent cette fraction en fonction de la concentration de A qui est libre dans le système. Typiquement, vous ne connaissez pas cette concentration, mais on arrive là dans une minute. En tout cas, ça, ce sont les courbes de liage hyperbolique. Et je préfère de collapser tout ça dans une courbe seule, parce que j'ai toujours un peu je suis sous l'influence des physiciens, et les physiciens aiment les courbes sans dimension. On peut réduire, si au lieu de grapher cette courbe en fonction de A, de la concentration de A, on le graphe en fonction de la ratio de A à la constante de dissociation, que c'est l'inverse de la constante d'équilibre de cette réaction. Alors, alpha, c'est A divisé par cette constante de dissociation, qui a une dimension dans concentration. Alors, tout ça se collapse dans une courbe universelle. Les biologistes détestent ça parce que c'est difficile à voir, parce que ils aiment parler justement de molécules, des liaisons fortes, des liaisons faibles. Et pour ça, il faut transformer alpha dans la A, connaissant la constante d'équilibre. Mais c'est beaucoup plus facile de parler de tout ça que suivre dans cette représentation sans dimension. Alors, cette courbe de liaison universelle. Eh bien, évidemment, si vous ne connaissez pas typiquement la libre, et c'est très facile à éliminer la libre et exprimer la fraction de B qui est liée à A seulement en fonction des paramètres que vous connaissez, c'est-à-dire l'A total et le B total. Et c'est cette fonction ici. Ici, vous voyez les courbes bleues sont les courbes exactes. Et si vous avez si le total de B est très... Si vous avez très very little off, s'il y avait très peu de...
très peu. Si vous avez très peu de B, alors vous approchez la courbe rouge et la courbe d'avant, c'est ici, où en fonction de la concentration libre de A. Mais si vous avez trop peu de B, alors c'est la même chose comme la courbe bleue qui est justement au-dessus, qui est graphée, qui est en rapport à le total de A. Alors, c'est-à-dire, si vous avez peu de B, cette expression ici marche au lieu de cette expression ici, et vous pouvez utiliser le total de A en lieu de l'A libre. Mais ça, c'est évident, je crois. Ce qui est important est que je dis tout ça parce que ça, c'est une propriété élémentaire de l'équilibre de liaison. Et on peut regarder ça, ou je regarde ça, comme un petit mot dans un langage dynamique. Et vous pouvez utiliser ce petit mot, cette petite phrase, comme un préfixe pour un autre mot, dans une phrase plus longue. C'est-à-dire, ici, vous utilisez cet équilibre et en rapport à cet équilibre, quelque chose va se passer. Dans ce cas, le B, on peut considérer le B comme un enzyme et le A comme un substrat. Et il faut lier l'enzyme avec le substrat pour qu'un produit puisse être produit. Et alors, cet équilibre de liaison entre l'enzyme et le substrat fonctionne comme un préfixe qui impose à la vélocité, à la production de P, toutes les propriétés de cet équilibre, ou peut-être une variation de l'équilibre dans un état stationnaire. Et alors, vous voyez que la production, la vélocité avec P vient de se produire et un miroir de toutes les propriétés de l'équilibre de liaison. Et il inhérite, on dit inhérite ? Il hérite la cinétique enzymatique inhérite exactement cette propriété. Et ce sont des propriétés intéressantes parce qu'ils varient l'ordre de réaction. Ici, vous avez presque un ordre linéaire où la production de P est linéaire dans le substrat. Ici, vous avez un régime où la production de P devient indépendant de l'abondance de substrat simplement parce que toutes les enzymes sont occupées et il faut attendre. La vélocité maximale est dictée et déterminée par les enzymes ouvertes ou les enzymes qui peuvent transformer un substrat dans un produit, mais ils sont tous occupés ici. Et vous avez un régime intermédiaire. Bien. Oui, c'est important que quand on calcule cette vélocité de production de P, que les biologistes aiment faire, on retourne exactement aux approximations que nous avons faites en avant. On n'utilise pas cette fonction ici, mais on utilise cette fonction ici. Et c'est justifié en beaucoup de cas, mais il faut faire attention parce que les suppositions, les assumptions, les conditions pour la validité de cette expression sont très fréquemment violées dans le traitement de l'information cellulaire parce que la concentration de B, la concentration de A, la concentration de P sont tous dépendent de beaucoup d'autres réactions que B, A et P peuvent participer. Et alors, il peut être qu'il y a beaucoup moins de substrats qu'il y a des enzymes. Et alors, toute la validité de cette équation est complètement... elle n'est plus valide.
Bien, on peut itérer ça, les informaticiens aiment itérer. On peut itérer tout cet raisonnement dans le cas que vous n'avez pas une seule liaison, un seul site pour lier un objet B à un substrat A, et vous avez plusieurs sites, dans ce cas 4 par exemple. Très fréquemment, on appelle cet objet des échafaudages moléculaires. Parce que si la liaison n'est pas avec des A, mais avec des espèces différentes, A, B, C, D, alors cet objet B fonctionne comme un échafaudage pour faire interagir ces substrats, ces ligands. Et on regardera un système très intéressant de cet échafaudage un peu plus, on l'a peut-être dans 2 ou 3 leçons, quand l'échafaud est un polymère. Eh bien, si vous contemplez toutes les possibilités de réaction de ce simple système, vous avez évidemment un petit réseau combinatoire de 2 à la puissance de n espèces et réactions. Et alors, la tâche ici est de comprendre exactement comme dans la liaison simple, la dépendance de cette configuration en rapport à l'abondance de l'orange, de ligand. Orange, on dit ligand? Eh bien, si vous n'avez pas un ordre, si vous pouvez lier avec les sites sans ordre, alors c'est très simple, parce que vous reconnaissez cette expression, c'est simplement la probabilité, la liaison entre un A et la probabilité qu'une site est occupée, exactement comme dans la liaison simple, et vous avez n sites, et alors c'est la même expression, mais à la puissance de n. Et ça fait décliner évidemment la fréquence avec laquelle tous les sites de bleu sont occupés, parce que simplement si vous n'avez pas un ordre avec lequel vous traversez ce réseau, vous êtes perdu dans le moyen, au milieu, parce que la combinatoire vous rend très difficile à passer cette barrière de configuration très nombreuse pour aller à l'autre partie. Alors, si vous incrémentez le n, le nombre de sites de liaison, alors vous décrémentez drastiquement l'abondance de bleu complètement occupé. Ça, c'est clair. Mais si vous avez une particulière route pour naviguer ce réseau, alors, c'est-à-dire si vous avez s'il faut, avant de pouvoir lier le second objet orange, il faut lier le premier objet à un particulier site. Et alors, un second site devient accessible, etc., etc. Alors, si vous avez une séquence bien précise, alors la situation change complètement. Et en fait, le traitement, c'est le même comme une marche aléatoire sur une ligne d'état de 0 à n avec des barrières réfléchissantes. Et ça, c'est l'expression. Vous voyez immédiatement que ce qui se passe est que vous construisez avec cette méthode une seuil. C'est-à-dire si le nombre de sites qui doivent être occupés pour que des autres événements peuvent suivre, si ce nombre de sites est large, comme par exemple 10,
alors en comparaison avec n égale 1, vous voyez que vous construisez une seuil. Il faut une certaine abondance de substrat pour initier, pour populer cette configuration, pour commencer à populer cette configuration. C'est une seuil. Et si, de l'autre côté, vous avez une comparativité, c'est-à-dire le moment que vous avez lié 1, alors les autres sont très, très, très rapides. Alors vous existez seulement en 2 états, un état où vous n'avez pas des ligands, vous avez tous les sites occupés. Alors vous construisez un switch, un interrupteur, un commuteur, un interrupteur. Oui. Alors ça c'est eh bien. On peut faire de la logique avec les liaisons. Évidemment, cette simple système ici, si les réactions suivantes, les décisions suivantes dépendent de la population de cette configuration ici, c'est exactement ce que nous avons discuté avant. Mais on peut aussi voir ça, contempler ça dans une situation où vous n'avez pas 2 oranges, mais 2 ligands différentes, A et C. Et alors, c'est simplement cette expression ici, où vous pouvez aussi voir ça d'un point de vue de C, que si C est l'enzyme et il fonctionne seulement sur un substrat qui a une liaison entre A et B. Et alors, c'est cette expression ici, où C est non A, etc., etc. On peut faire vraiment de la logique avec cette... on peut exprimer des formules, si on veut, avec cette interaction de liaison. Mais je reviens toujours à cette formulation ici, qui est basée sur l'assumption que vous avez un excès de A sur B. Parce qu'on peut, maintenant, on peut se demander, oui, qu'est-ce qui se passe si on increment, si on augmente le B et on inverse toute la situation, on augmente le B et on tient le A constante. Et ce qui se passe est intéressant. Il faut retourner à l'expression exacte, parce que cette expression contient tout ce qu'il faut savoir. Ce qui se passe est que si la concentration de A est fixée et vous augmentez maintenant la concentration de B, alors parce que B a cette position d'échafaudage, si vous avez très, très peu de B, alors le problème pour arriver ici est pour 2A de trouver quelques B auxquels se lier, parce qu'il y a très peu de B. Alors, si le B est un goulot d'étranglement, et si vous incrémentez, si vous augmentez le B, alors cette configuration augmente en abondance aussi. Mais il y a un moment où vous avez trop de B, et à ce moment-là, le problème pour le A est inverse, c'est-à-dire pour 2A, le problème est de ne trouver pas un B, parce qu'il y a beaucoup de B, mais de trouver le même B auquel se lier. Et parce que toutes les B ont un A, parce qu'ils sont si abondantes, mais un B qui est lié à un A sur un site et un B qui est lié à un A sur autre site, les 2 B ne peuvent pas interagir entre eux et produire cette configuration. Alors, vous décrémentez maintenant cette configuration.
c'est une courbe unimodale. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît depuis de 100 ans, je crois. Mais c'est un phénomène qui est très... C'est un phénomène qui est très fréquent dans la biologie et in beaucoup de différentes situations. Disguises, comme on dit. Déguisées, oui. Beaucoup et on verra ça encore une fois dans quelques leçons plus tard, quand on traitera l'échafaudage polymérique. Eh bien, alors on peut continuer et on peut construire des autres petits comportements par connecter en séquence de réactions enzymatiques où un enzyme A tourne un substraté dans un substraté dans l'état blanc, dans l'état noir, et un autre enzyme B deux fait, on dit ça, deux fait. C'est un fer de fer. Deux fait cet changement et on va de noir en blanc. Alors c'est un petit cycle. Ce cycle est peut-être c'est le transistor biologique où il a un comportement très intéressant. De nouveau, les expressions sont extrêmement simples. On utilise toujours, on utilise la même expression ici et ici, parce que nous avons il y a un T total qui est la somme de T dans l'état blanc et dans l'état noir. C'est une expression élémentaire arrivée. Et ça, par exemple, il y a beaucoup. Un système de ce type peut être réalisé, par exemple, par les protéines G, où vous avez un récepteur qui porte qui est activé et qui ensuite divise un objet, un complexe, dans deux parties. Et ces deux parties retournent à se lier. Et ça, c'est sous l'influence d'un autre enzyme. Et ça, c'est le retourne. Alors, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on a un schéma de ce type. Eh bien, c'est très simple de calculer l'état stationnaire de T. Maintenant, nous avons un état stationnaire, plus un équilibre thermodynamique, mais un état stationnaire. Parce que tout ça, évidemment, consomme de l'énergie. On arrivera dans la prochaine leçon quand on fera des modèles avec Kappa. On verra que dans quelles circonstances il faut payer attention au paysage énergétique et dans quelles circonstances on peut l'oublier essentiellement. Mais ici, par exemple, si vous avez beaucoup d'énergie accessible en forme de ATP ou quelque autre, alors c'est OK à modéliser beaucoup de réactions dans une façon irréversible. Parce que nous ne sommes pas vraiment intéressés dans cette circonstance à modéliser le coût énergétique d'un processus. Si nous modélisons la précision, si nous sommes intéressés dans la précision, la propagation de la précision dans un réseau, alors si, il faut faire attention à choisir les taux de réaction d'une manière consistante, cohérente, avec un paysage énergétique, parce qu'on veut vraiment calculer combien ça coûte être précis, combien de temps ça coûte, combien d'énergie ça coûte. Mais dans le cas qu'on
en beaucoup de cas, on est intéressé dans le traitement de l'information, on est cellulaire, on est intéressé à la dynamique plus qu'à calculer les coûts. Et alors, on peut être un peu plus libre avec les taux de réaction et les modéliser, beaucoup de réactions de façon irréversible. Parce que la supposition est qu'on a assez d'énergie. Eh bien, ça, c'est la surface de cette équation, de cette expression. On veut étudier un peu cette surface. Alors, ici, ça, c'est on a un T, c'est le total, la concentration, l'abondance totale de T, cette substrat. Et ça, c'est la fraction de total qui est dans l'état noir, dans l'état stationnaire. C'est ça le bar. Eh bien, alors ça, c'est notre observable. C'est l'état de T, la fraction, l'abondance, la fraction de T dans l'état noir. Et ça, ce sont les paramètres. Un paramètre est la concentration qu'est-ce que c'est TB? Ah oui, ça c'est la concentration totale c'est la concentration de T. C'est ça que j'étais. Ça c'est dans une échelle logarithmique. Et ça, c'est la ratio entre l'abondance de A et l'abondance de B. Alors, si la ratio est 1, vous poussez dans une direction avec la même force chimique que vous poussez dans l'autre direction. Et si R est beaucoup plus grand de 1, vous avez un bias, un biais in une direction ou une autre direction. Et alors, si vous êtes dans un régime où vous avez très peu de T, alors si vous vous souvenez de le préfixe de liaison pour une réaction enzymatique qui est héritée par la cinétique enzymatique, si vous avez très peu de substrat, vous êtes dans un régime linéaire, l'enzyme répond d'une façon linéaire à des changements de substrat. Et alors, la relation entre les états, chaque point ici est un état stationnaire. Okay. Chaque point ici est un état stationnaire. Et alors, les états stationnaires se bougent sur une courbe hyperbolique en fonction par rapport de R. C'est-à-dire, si je tourne R de 0, où on est tout d'un côté blanc, je commence à tourner R, et par augmentant A, alors je commence à bouger le système vers noir, mais je le bouge d'une façon hyperbolique quand je suis dans un régime linéaire, quand j'ai peu de substrat T. Mais quand j'ai beaucoup de substrat T, ça c'est logarithmique, par rapport à l'enzyme, alors je suis saturé, les enzymes sont tous occupés, et j'ai un régime dans lequel ce cycle se comporte comme un interrupteur, on disait. Alors c'est un peu comme un transistor où le
l'abondance de substrat peut contrôler le comportement qui vient, change le comportement complètement. Bien. C'est ça. Okay. Je peux maintenant composer, on fait une autre itération, on peut composer cette fait de faire cycle en parallèle, par exemple, où maintenant il y a 4 sites ou un certain nombre de sites qui doivent être modifiés par un enzyme A ou démodifiés par un enzyme B. Et ça a un comportement qui est complètement analogue au cas de liaison séquentielle. C'est complètement analogue. On peut composer cette cycle en série et faire une cascade où au niveau 0, l'enzyme A change l'état de T, de substrat au niveau 0, de blanc en noir, et c'est le substrat qui est dans l'état noir qui devient l'enzyme qui pousse à droite dans le niveau suivant. Etc. Et alors ça se comporte comme une amplification extrêmement sensible. Si vous avez un peu de A, si votre ratio entre A et B est un peu justement juste après non zéro, vous avez une grande amplification du signal. C'est peut-être meilleurement vu ici. Le input, c'est-à-dire la ratio entre vert et rouge, c'est ici. Ce sont des nombres très, très, très petits. Et ça, c'est le readout, c'est l'état ici, à la fin de la chaîne, l'état moléculaire ici. Et vous voyez que vous pouvez facilement calibrer cette courbe en choisissant la profondeur d'une cascade, combien de niveaux une cascade a. Et à chaque niveau, vous pouvez choisir la largeur, c'est-à-dire le nombre des modifications. Alors c'est une combinaison dans un niveau, vous avez une combinaison parallèle, entre les niveaux, vous avez une combinaison en série. Et c'est très facile, vous pouvez imaginer que évolutivement, c'est facile à changer, à combiner cette cycle en profondeur et en largeur, et de conséquences calibrer cette courbe. Bien, une autre simple changement du cycle est d'avoir un feedback, un retour. Si le substrat qui est dans l'état noir, maintenant dans cet état, peut agir comme un enzyme qui aide dans le changement d'état de blanc à noir. Alors dans ces cas, vous avez la mémoire, parce que vous avez maintenant un système avec plusieurs des états stationnaires d'équilibre, et la courbe qui connecte tous ces états stationnaires, cette-ci,
Alors, il y a un régime où ça, c'est le total de B. C'est notre paramètre. On pourrait mettre comme paramètre le R, mais simplement, on tient le A fixe et on change le B. Et au début, si je n'ai pas de B, j'ai un fixe abondance de A, je n'ai pas de B, alors l'état stationnaire sera celui-ci. Nous sommes tous en noir. Et maintenant, je augmente le B. Et maintenant, j'ai une force puissante vers gauche. Et l'état stationnaire de l'abondance de T stationnaire, de T dans l'état noir stationnaire, décline. Et il y a un moment où le système a plusieurs des états d'équilibre stationnaire. Il n'y a pas seulement un équilibre stationnaire, mais il y a 3 équilibres stationnaires. 2 sont stables et 1 est instable. C'est pour ça que vous avez un équilibre stable ici, un équilibre stable ici, un équilibre stable ici, instable ici et stable ici. Mais si vous êtes en cette branche ici, sur cette partie de la courbe, vous ne savez rien qu'un autre état stationnaire s'est créé dans une autre partie de l'espace de phase. Et vous restez sur cette trajectoire. Vous continuez à vous évoluer sur cette part verte. Et maintenant, à un certain moment, si je commence à incrémenter, à augmenter plus et plus le B, la force qui pousse vers le blanc devient plus et plus forte. Et à un certain moment, je ne peux plus être dans la majorité. Je ne peux plus maintenir une grande abondance de noir parce que l'état stationnaire, l'équilibre stable dans lequel j'étais, et qui bougeait un peu par rapport à l'augmentation de B, stops, s'arrête, non, stops, ceases to exist, cesse d'exister, et alors tout d'un coup, je tombe, je coule dans l'autre équilibre. Tout d'un coup, c'est pas exactement correct parce que tout d'un coup, c'est seulement d'un point de vue d'équilibre stationnaire, c'est-à-dire dans les limites de longtemps. En fait, le passage de cet état ici à cet état ici, d'un point de vue dynamique, extrêmement lent. C'est un critical slowing down. Mais d'un point de vue de l'état final, c'est un changement abrupt. Ça correspondrait à quoi, lent? Pardon? Ça correspondrait à quoi, lent? Ce que vous appelez lent, ça représente combien de temps? C'est le plus vous êtes... ça, c'est un point critique, un critical point. Si vous êtes très, très voisin à ce point critique, ça peut être infiniment long. Ça peut devenir plus long si vous êtes exact. Parce que ça, c'est peut-être une métaphore. C'est la métaphore comme un potentiel dans la physique ou un potentiel potentiel énergétique. Et vous avez une balle ici. Et alors, vous avez une vallée. Et on regarde votre question. Si vous bougez cette balle, la vallée, c'est une vallée bien formée. Vous avez une force de retour vers l'équilibre qui est suffisamment grande à vous retourner à l'équilibre vite. Et maintenant, je commence à bouger mon paramètre B, la force dans cette direction. Et maintenant, une petite déformation dans une autre partie de phase-espace se produit. Mais je suis ici, je
je ne vois rien. Je n'ai aucune idée que ça s'est formé. Et je suis toujours stable, parce que de déplacements ici me font retourner. Et, oups, je suis... oui, mais c'est lequel? OK. Alors, oubliez cette flèche ici, concentrée sur le vert. Maintenant, je bouge, je continue à bouger, à augmenter B. Et cette vallée ici se forme, devient stable. Ici, c'est marginalement stable. Ici, elle devient stable. Mais je toujours reste dans cette vallée ici. Et maintenant, il y a un moment où cette vallée cesse d'être stable. Et il faut que je bouge maintenant, que je me déplace dans une autre vallée. Et si je suis exactement à cette position ici, ça dépend des détails, mais le mouvement de cette vallée dans cette vallée peut être extrêmement lent. Parce qu'il n'y a pas comme ici, parce que le potentiel est très flat. Plat, exactement. Et maintenant, je bouge ici et la même chose allant en arrière. C'est-à-dire, si je vais maintenant si je commence avec un système avec une grande quantité de B, je suis ici dans les états blancs, off, et je commence à diminuer, à décrémenter le B. Mais vous voyez que je reste maintenant dans cette métaphore. Je reste dans mon vallée, dans la vallée off, et seulement quand la vallée off devient instable, je fais une transition. Alors ça, c'est une question, ça c'est la hystérèse ou mémoire. Parce qu'il peut être que cette courbe est d'une façon où je ne peux pas plus retourner à l'autre état, pratiquement. Ça dépend. En tout cas, ça c'est un simple changement de cette cycle nous donne de la mémoire. Alors, pour résumer ici, nous avons une situation dans laquelle nous avons un petit système périodique, si on veut, où j'ai montré qu'on peut combiner des systèmes de liaison simples, un peu plus complexes. On peut les combiner avec l'autre dans des cycles. On peut avoir des retours. On peut les combiner dans des cascades en série, en parallèle, pour pratiquement produire. C'est très facile à produire des oscillations. Nous n'avons pas choisi ça ici, mais c'est une feedback, au lieu de feedback positif, c'est un feedback négatif avec un delay. Alors, vous voyez que vous avez un petit langage ici avec lequel vous pouvez à la fin exprimer tous les comportements que vous désirez, si vous ajustez les paramètres. Et si on retourne à modéliser ce système ici, alors parce que on ne peut pas faire ça, évidemment, avec la complexité réelle. Ces nombres sont trop grands, on ne peut pas formuler des systèmes dynamiques avec ce nombre d'espèces. Mais alors, ce qu'on fait, on simplifie et on essaie de reproduire le comportement d'un système utilisant une combinaison de cette motif, si on veut. Mais ça, c'est très dangereux. C'est très simple d'une façon, mais c'est très dangereux. C'est vraiment l'approche d'un ingénieur. D'un ingénieur. C'est une approche des ingénieurs, parce que les ingénieurs
il aime avoir un réseau où chaque liaison, chaque connexion signifie quelque chose, a une particulière fonction que je peux attribuer à cette connexion qui a, si je coupe cette connexion, elle a une particulière conséquence pour le comportement. Mais c'est clairement, il ne fait pas, il ne réfléchit, il ne reflecte, il ne réfléchit pas la complexité combinatoire de ces systèmes. Et cette complexité combinatoire est partout. Et si elle est partout, elle n'est pas là seulement pour nous ennuyer, mais elle est là parce qu'elle a probablement une signification dans l'évolution et aussi évidemment dans les comportements. Peut-être il a quelque chose à faire avec la plasticité, etc. Alors je crois qu'il faut une autre approche. Ça c'est une approche de la simplicité, mais c'est pas clair si cette approche de la simplicité il a des limites, et pour aller au-delà de cette limite, il faut des méthodes nouvelles. Et nous apprendrons quelque chose de cette méthode nouvelle la prochaine fois. Merci.